Bonjour à tous, bienvenue. Vous êtes sur une vidéo du site Nature Rebelle. Nous accueillons aujourd'hui le docteur Jean Stevens. Jean, tu as écrit un livre, et quel livre? C'est un livre enquête sur lequel tu as travaillé durant plusieurs mois, qui fait le point sur tout ce qui s'est passé autour de l'épidémie de coronavirus ou de Covid-19. Euh, Ton livre, tiens, je vais le montrer à l'écran. C'est un livre qui à la fois analyse les causes de l'épidémie et en même temps les réactions qu'il y a pu y avoir au niveau politique, médiatique, etc. C'est un livre courageux, c'est un livre où tu ne te contentes pas de donner un avis, mais d'étayer ton propos, et tu vas quand même plutôt à l'encontre des théories officielles, ou en tout cas du narratif officiel proposé par les médias, même si en réalité, dans ce que tu dis, il y a énormément de scientifiques qui sont d'accord avec toi, et du reste, à chaque fois, tu cites à la fois des études et d'autres de tes pairs. Donc peut-être pour commencer, donc tu es, si je reprends, tu es interniste, tu étais interniste en Belgique, peut-être que tu pourras nous dire exactement ce que ça signifie. Tu as été également cardiologue et médecin généraliste, donc tu as une vision assez large de la médecine. Tu étais médecin à la retraite après des années de dur labeur, donc tu étais dans ta retraite bien méritée, tranquille, et pourtant tu as pris le risque de faire un pas en avant. Pourquoi? Quel est le sens de cette démarche? Comment en es-tu venu à ce livre? Mais rapidement, pour l'interniste, en Belgique, l'interniste est un interniste général qui est la spécialité mère de cardiologie, pneumologie, gastroentérologie, rhumatologie, endocrinologie, enfin, maladies infectieuses, etc. Tandis qu'en France, l'interniste est une spécialité assez précise qui ne s'occupe pratiquement que des maladies de système, du sida et des choses comme ça. Et donc, c'est tout autre chose. C'est pour ça que quand je suis passé en France, je me suis inscrit comme cardiologue plutôt que comme interniste, puisqu'il y aurait confusion sur les mots. Alors, tu me demandes qu'est-ce qui m'a donné l'envie de sortir tout d'un coup de ma paisible retraite. Effectivement, j'ai une très paisible retraite. Je vis seul, j'ai un peu un tempérament de solitaire, donc ça ne me dérange pas. Mais ce qui m'a sorti de mon état d'euphorie, c'est une très grande colère. Une très grande colère, j'expliquerai bientôt pourquoi, mais il faut d'abord comprendre tout le background et donc faire un flashback sur l'histoire de la Covid. Parce que ma colère, c'est seulement au mois d'août 2021 que je l'ai perçue. Donc moi, j'étais en Belgique quand Macron a fait ses deux discours pour Parle bien introduire fort. a fait ces deux discours pour, je peux peut-être mettre plus fort le Parfait. son. C'est bien, c'est bien. Avec le micro, c'est bien. Vas-y. Ah, t'as coupé le micro. Ça y est, Oui, il est parfait. reparti. Bon. Et donc, le premier discours, ben, je trouvais que c'était relativement pas confraternel, mais solidarité, quoi qu'il en coûte, c'était plutôt des propos gentils. Et puis le deuxième discours, qui était le 16 mars, le lendemain des élections, c'était vraiment un retournement à 180 degrés. Et là, il était beaucoup plus dans le discours agressif. On est en guerre, il faut faire du confinement, il faut mettre, non, on n'était pas encore au masque, mais enfin, toute une série de mesures très dures. Et en fait, j'ai appris après que ce retournement à 180 degrés était dû au fait qu'il avait entendu un épidémiologiste de Pasteur, qui lui-même rapportait les prévisions épidémiologiques d'un épidémiologiste anglais de l'Imperial College, qui lui faisait des prévisions assez catastrophiques. Mais en fait, quand on va voir le palmarès de cet épidémiologiste, on se rend compte qu'il n'a fait que des prévisions catastrophistes.
Il a fait abattre 11 millions de bovins pour une fièvre afteuse en 2001. Il avait prévu un nombre de morts incroyable, 150 000 décès, je crois, pour la maladie de la vache folle. Il y en a eu en tout 177. Il avait, enfin, toute une série de prévisions qu'il avait faites, il les avait largement surestimées. Or, c'est cet épidémiologiste qui a servi de référence, qui a fait vraiment le tour de toutes les capitales européennes pour sonner l'alarme. Il était vraiment grand temps de, c'était surtout le confinement. Il avait en tête le confinement, il fallait confiner tout le monde. Et donc, il a fait le tour Neil Ferguson, hein, son nom. Neil Ferguson, je ne retrouvais plus son nom, c'est ça. Et donc, j'ai eu ce deuxième truc, ce deuxième conférence de Macron, dans lequel il disait des choses qui me déplaisaient profondément. Les médecins généralistes, et j'ai fait 7 ans de médecine générale, donc je me sens très interpellé par ça, les médecins généralistes, vous ne pouvez pas contacter les malades Covid pour des raisons sanitaires, ce qui est une aberration. Notre première fonction en tant que clinicien et médecin généraliste, c'est d'aller chez les gens. Et Dieu sait combien c'est important la présence physique. Moi, je sais très bien que les gens vont déjà beaucoup mieux rien que d'avoir vu le médecin. Donc, il supprimait quelque chose qui était pour moi fondamental dans la médecine. Il supprimait la première ligne de traitement d'une épidémie. La deuxième chose, c'est qu'il disait, vous ne pouvez utiliser aucun médicament. Vous ne pouvez employer que du paracétamol. Là aussi, moi, ça me mettait en rage parce que je savais très bien qu'il y avait des médicaments qui marchaient. J'avais vu des généralistes qui publiaient des cas dans le journal du médecin ou dans le quotidien du médecin, expliquant qu'ils avaient eu de bons résultats. J'avais entendu des généralistes dans le nord-est de la France qui avaient traité 600 cas de pneumonie ou de Covid avec aucune hospitalisation, aucun décès en employant des médicaments qu'en principe, ils ne pouvaient pas employer. Donc, moi, quand j'ai entendu ce discours, j'étais dans un fauteuil, je me suis levé et j'ai crié « Il est complètement fou !» Et effectivement, tout ce qu'il avait dit, pour moi, ça allait contre le simple bon sens et les règles abécédaires de la médecine. Et je me suis dit, bon, non seulement ça va contre les règles de la médecine, mais en plus c'est contre les règles de l'éthique. La politique n'a absolument pas à se mêler des traitements, c'est une prérogative des médecins de savoir ce qu'ils vont donner comme traitement. Et en plus, ils nous obligent de ne pas aller voir les malades, ce qui est tout à fait contraire à notre éthique. Donc je me suis dit, bon, demain on va voir, ça va être la levée de bouclier, tous les généralistes vont se révolter et tous les conseils de l'ordre vont remettre à la place cette marionnette de politiciens. Rien, une semaine après, rien, 2 semaines après, rien. En fait, il y a eu des révoltes, mais elles ont été sciemment étouffées, mises vraiment de côté, de manière à ce que personne n'entende qu'il y avait des contestations dans la population, surtout chez les généralistes. Je me suis dit, bon, j'avais déjà une vue assez négative de la manière dont avait évolué la médecine, mais là, je me suis dit, la médecine est morte comme ça. J'ai tourné le dos, comme je ne travaillais plus, j'ai tourné le dos à la pandémie, je me suis dit, je ne m'occupe plus de cette pandémie, je suis retourné en France et j'ai continué mes occupations que j'avais chez moi. La seule chose que je faisais, c'est que je regardais encore de temps en temps le journal télévisé et j'entendais arriver progressivement un discours, l'air de dire on est peut-être dans une période absolument épouvantable, il y a des morts partout, etc. Mais le salut va bientôt être là, le salut c'est le vaccin. Bon, je connais les vaccins, j'ai fait 45 ans de médecine, je sais bien que le vaccin, n'est pas un traitement thérapeutique d'une chose, c'est un traitement préventif. Donc on fait les vaccinations avant une épidémie et pas quand on est dedans. Et deuxièmement, les vaccins, ce n'est pas la panacée universelle, loin de là. Il y a de nombreux exemples où les vaccins ont fait plus de tort que de bien. Et les vaccins, ce n'est pas sans effet secondaire. Et deuxièmement, le vaccin qu'il proposait, c'était un vaccin à base d'une
une technique, enfin, ils appellent ça un vaccin, ça ne ressemble à aucun autre vaccin. Pharmacologiquement parlant, les vaccins, c'est toujours des protéines qui déclenchent la réaction immunitaire. Ici, ce n'est pas une protéine, c'est un ARN qui va aller, je dirais, violer la machinerie cellulaire de nos cellules pour faire fabriquer une protéine qui va diffuser dans tout l'organisme et qui va provoquer la réaction immunitaire. Donc, c'est une technique tout à fait nouvelle. De plus, je savais qu'elle était essayée depuis 30 ou 40 ans, je ne sais plus, et qu'il n'avait sorti rien de convenable jusqu'à présent. Il y a un médicament qui est arrivé en phase 3 et qui a été commercialisé pour le cancer pour le mélanome malin, et plus personne ne l'utilise tellement il y a des effets secondaires. Donc, j'étais très méfiant vis-à-vis de cette vaccination. Mais il se fait que je devais absolument retourner en Belgique. Et pour retourner en Belgique, il fallait une preuve de vaccination. Je me suis dit, ben, je vais aller voir ce qu'ils disent dans la littérature. Je ne m'en étais plus occupé. Et j'ai été regarder les articles qui publiaient les essais cliniques avant la mise sur le marché. Et je me souviens très bien de celui de Pfizer, qui était un essai sur 44 000 patients. Et les conclusions de l'article, c'était efficacité 95%, et sécurité comme les autres vaccins viraux. Ça veut dire comme le vaccin de la grippe. Je me suis dit, bon, ben, c'est que je suis un méfiant, je suis plus dans le coup, j'ai tort de m'en faire, ben, je vais aller faire le vaccin. Je fais le premier vaccin, pas de problème, je fais le deuxième vaccin. Dans les 8 jours qui ont suivi, j'étais vraiment une chiffre molle, quoi. Je n'avais plus aucune énergie, je ne savais plus remonter du fond de mon jardin. J'avais vieilli de 10 ans en 8 jours de temps. Et cet état-là, il a duré pendant 2-3 mois, et je dirais, je n'en suis toujours pas complètement remis. Alors ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu avec le vaccin de la grippe, mais en plus, je suis en contact, je suis en contact avec très peu de monde, donc je ne sais pas du tout les gens vaccinés ce qu'ils ont eu. Je suis en contact avec ma famille, j'ai une sœur qui est infirmière, et qui me raconte que son fils, 40 ans, a fait il est occupé à méditer. C'est un grand sportif, il fait de l'escalade, il fait du jogging, etc. Il fait une syncope, il se relève, il fait une deuxième syncope, il appelle sa mère qui le trouve pâle comme un linge. En fait, il avait perdu la moitié de son sang, il faisait une hémorragie interne sur une rupture spontanée de l'artère pancréatique. Moi, en 45 ans de métier, je n'ai jamais entendu ce diagnostic-là. Et c'était justement peu après sa vaccination qu'il avait. Et on sait que le vaccin Covid provoque des pancréatites. J'ai d'ailleurs un ami, une seule personne que je vois régulièrement, ici près de chez moi, qui a fait une petite pancréatite après sa vaccination. Mais elle me raconte aussi que sa fille, qui ne faisait plus d'asthme depuis 10 ans, après le vaccin, se remet à faire de l'asthme, que le fils de ses amis, 15 ans, fait une myocardite, on sait que c'est une complication classique. La fille d'autres amis réveille ses parents en pleine nuit avec un gros état de malaise, et en fait, elle faisait un bloc auriculo-ventriculaire, elle avait un pouls qui était tombé à 30 par minute. On a dû en urgence lui mettre un pacemaker. Moi, de toute ma carrière, je n'ai jamais dû placer un pacemaker chez un enfant. Ça se voit de temps en temps, mais c'est exceptionnel. Il y avait en plus 2 ex-belles-sœurs qui font un petit AVC dans les quelques jours ou semaines qui suivent leur vaccin. Une autre personne qui me raconte une histoire d'embolie pulmonaire, une de mes anciennes clientes qui me téléphone pour dire ma voisine, elle a 82 ans et depuis qu'elle est vaccinée, elle refait des règles abondantes, qu'est-ce qui se passe? Je me dis non, c'est pas possible. Moi, avec mon tout petit nombre de contacts, j'ai un nombre d'effets secondaires que je n'ai jamais vu avec le vaccin de la grippe ni rien d'autre. Et donc à ce moment-là, j'ai eu la très sale impression que on nous trompait. Et ce on devait nécessairement impliquer des autorités politiques, scientifiques, etc. Et je me suis dit, bon, à ce moment-là, il ne faut pas se mettre en rage sur des impressions, il faut voir qu'est-ce qui en est. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé une enquête. Et c'était une enquête, vraiment, j'étais 8 heures à 10 heures par jour sur mon ordinateur, et ça a duré pendant 6 mois avant que je n'arrive à commencer à voir le tableau assez clair pour en faire un livre. Et j'ai sorti un premier livre. Et qu'est-ce que cette enquête m'a montré? Elle m'a montré 3 choses. D'abord, j'étais très étonné
qu'on retrouvait au niveau mondial que les autorités politiques avaient mis au point la même stratégie, mais vraiment la même stratégie, cette interdiction de donner des médicaments et uniquement la permission pour le paracétamol, c'est tout de même quelque chose de très curieux et c'est exactement la même chose. Le confinement, exactement la même chose. Enfin, toutes les mesures de la stratégie, c'était un copier-coller dans tous les pays. Alors, cet unisson-là me dérangeait très fort parce que je ne voyais pas très bien d'où il pouvait venir. La deuxième chose, c'est l'importance du mensonge. Il n'y a pas que les effets secondaires pour lesquels ils nous ont menti. Ils nous ont menti sur les chiffres de la fréquence de la Covid. C'est évident qu'on a gonflé les chiffres. Le mensonge était vraiment partout et était mondial. Et du reste, c'est ça qui t'a incité à appeler le livre « Pandémie du mensonge et de la peur ». Et C'est-à-dire de que la peur. toi, Exactement. la pandémie que tu analyses, c'est pas tant le virus que le fait que le mensonge se soit répandu partout. Exactement, exactement. Et l'une des premières choses que j'ai découvert quand j'ai commencé vraiment mon enquête, je suis tombé sur une vidéo de Richard Fleming, qui est un interniste cardiologue comme moi, mais super brillant. C'est le type qui parlait devant 3000 cardiologues dans des congrès. Et je le vois faire une interview de 2 heures dans une salle paroissiale et présentée par un pasteur. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je me suis rendu compte alors qu'en fait, il était blacklisté, qu'il y avait une censure extrêmement efficace. Et plus j'ai avancé dans mes recherches, plus je me suis rendu compte que cette censure, elle portait sur tous les gens qui n'avaient pas des idées conformes aux idées du monde politique. Et donc, moi, j'étais déjà pas content, mais là, apprendre que la voix des scientifiques de haut niveau, hein, parce que des professeurs d'université, des prix Nobel, sont censurés, ils n'ont plus droit à la parole publique. Alors pour moi, ça c'est gravissime, quoi, qu'on bâillonne la science. La science est fondée sur le conflit des idées et on discute entre scientifiques et puis un jour la vérité sort. Mais si on arrête, si on bâillonne la moitié des gens, mais il n'y a plus de vérité scientifique. Alors pour moi, Et c'est qu'est-ce qu'il disait exactement, Ian Fleming, pour être mais lui, une parole comme ça? son cheval de bataille, c'était surtout que le virus de la Covid était en fait une arme biologique fabriquée dans le laboratoire de Wuhan avec des fonds publics américains et aussi des fonds chinois. Et il avait des arguments là-dessus, des arguments très, très importants, on y reviendra peut-être. Et donc, moi, c'est un peu ça ce qui m'a mis. Et le deuxième sur lequel je suis tombé, c'était Peter McCulloch, qui est aussi un interniste cardiologue. Et lui, son cheval de bataille, c'était plutôt, on est complètement fou de mettre sur le marché en 9 mois de temps, alors que d'habitude, il faut 10 ans d'essais pour voir s'il n'y a pas des effets secondaires, ce vaccin. Pour lui, c'était de la folie et c'est un spécialiste de ces choses-là qui a une grosse habitude des publications, etc. Donc ça, c'est 2 internistes cardiologues qui m'ont fort interpellé au tout début de mon enquête. Puis je me suis rendu compte qu'ils avaient tout à fait raison, mais que la censure était beaucoup plus grave. Et donc, moi, j'ai écrit mon bouquin à ce moment-là, avec tout ce que j'avais compris, mais depuis, je continue mon enquête. Et je continue mon enquête pour déterminer avec précision 2 choses. C'est l'identité des gens au niveau mondial qui ont donné des ordres et qui ont donné cette unisson, qui explique cette unisson. Et alors, le but de cette stratégie, pour moi, délirante, là, je n'ai pas encore tous les éléments, mais j'ai des idées précises, mais je n'en parle pas maintenant. Voilà. Donc, On va c'est à revenir la... effectivement dans la deuxième partie de notre deuxième vidéo sur les responsabilités et comment tout ça a pu se mettre en œuvre de manière aussi linéaire à travers le monde. Mais déjà, moi, il y a 2 éléments sur lesquels je pense qu'il est important d'insister parce que c'est quand même le point de départ de ton enquête et puis c'est quelque chose qui intéresse absolument tout le monde. C'est les 2 gros mensonges. Quand on discutait ensemble, tu me disais, il y avait quand même le premier qui est
un peu le point originel pour toi, c'est l'histoire des effets secondaires. C'est-à-dire, toi, c'est la violence des effets secondaires que tu as subis et de ceux qui étaient des gens qui étaient autour de toi, qui t'a conduit à mener cette enquête une fois que tu t'étais rétabli. Or, ça, c'est quand même quelque chose qui est absolument nié. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce mensonge-là? Puis le deuxième, on y reviendra, c'est sur le virus lui-même et son virus et l'origine de ce virus. Mais déjà, sur les Oui. effets secondaires, l'attitude du gouvernement, l'attitude des gouvernements sur les effets secondaires. Il y Et a il faut comprendre la le situation. meilleur exemple, je dirais, c'est tellement criant que c'est un mensonge, c'est Olivier Véran, qui le 30 octobre, il y a eu 2 fois, je ne sais plus très bien les dates, enfin le 30 octobre, je crois qu'il y a un journaliste qui l'interviewe et qui lui demande: Monsieur le ministre, combien y a-t-il aujourd'hui en France de gens qui sont décédés suite à la vaccination? Et il se retourne et il lui dit, les yeux dans les yeux: 0, monsieur. Alors, si vous allez voir à ce moment-là, sur la NSM, donc qui est la pharmacovigilance française, il y a toute une page faite pour le public avec les effets secondaires de la vaccination contre le Covid. Et vous cherchez décès, eh bien, il n'y a pas de rubrique décès. Il n'est pas marqué décès 0, il n'y a pas de rubrique décès. Si vous allez à un niveau plus haut, parce que la NSM collecte 4 centres de pharmacovigilance qui se sont partagés les 4 vaccins différents. Et vous essayez de trouver sur Internet les rapports que ces agences ont envoyés à la NSM. Moi, je suis tombé d'abord sur celle de Pfizer, qui était la plus grosse. Pfizer trouvait déjà à l'époque 912 décès. J'ai fait le calcul, tous ensemble, on était à peu près à 1200 décès. Donc, la pharmacovigilance avait reçu 1200 rapports de gens qui se plaignaient d'être décédés dans les suites de la vaccination. Il faut savoir que les rapports, c'est de la pharmacovigilance passive. Les rapports qui remontent à la pharmacovigilance, on considère que c'est, suivant les endroits, on dit entre 1 et 10%. Moi, j'ai arrêté à 5%. Je me dis, bon, ça veut dire que ces chiffres de 1200, il faut les multiplier par 20. Ça commence à faire vraiment beaucoup. Ça fait 24 000 décès en France. Et là, on est à quel moment exactement? Comment dis-tu? On est à quel moment? Ça se passe parce que Ça, c'était en octobre 21. octobre 2021. Octobre 21. Mais dans Octobre les chiffres, 2021, 24 000 morts. c'est ça. Probable. Mais probable. Mais depuis, je ne sais pas, ils ont rendu de toute façon l'accès à la NSM de plus en plus compliqué. Et donc, ils font tout pour qu'on ne sache pas exactement les chiffres. Je ne sais plus très bien où j'en étais. Et ça, c'est le premier aspect sur les effets secondaires. On cherchait à montrer que entre la réalité du terrain et le discours officiel, il y avait quand même une différence troublante qui Oui. posait un certain nombre de mensonges. Alors, deuxième cause de mensonge, donc moi j'avais été voir le New England Journal of Medicine qui disait qu'il n'y avait pas plus d'effets secondaires qu'avec les autres vaccins viraux. Depuis, il y a eu des plaintes aux USA. Des gens avaient découvert qu'il y avait un rapport confidentiel de Pfizer. Je ne sais plus pourquoi la Nouvelle-Zélande devait être impliquée là-dedans. Est-ce que c'est là qu'on récoltait tout? En tout cas, la FDA avait ce rapport confidentiel et par voie de justice, on les a obligés à sortir tous les papiers. Ils ont commencé à dire on ne sait pas faire plus que 500 pages par mois. 500 pages, ça veut dire qu'il fallait 25 ans ou 75 ans pour sortir tous les documents. Ils ont été obligés de sortir 55 000 pages par mois. Et donc, on a tous les mois des pages qui sortent. Et on voit maintenant clairement qu'ils ont caché, entre autres, un essai confidentiel organisé par Pfizer sur 44 000 patients. Et sur cet essai-là, il y a 1200 décès. Et alors, quand on regarde du côté des femmes enceintes, normalement, l'essai ne devait pas inclure des femmes enceintes ou qui allaient tomber enceintes. Il y en a tout de même un grand nombre qui sont tombées enceintes. Et curieusement, la majorité de celles-là ont été supprimées de l'étude.
Et sur les 38 qui restaient, si je me souviens bien, je me trompe un peu dans les chiffres, sur les 38 qui restaient, qui ont été inclus dans l'étude, 25 ont fait une fausse couche. Donc là, c'est manifestement de la dissimulation de preuves. Donc c'est criminel ce truc-là. Donc on sait maintenant que ces études ont été faussées. En plus, on sait qu'il y a eu des malfaçons. Enfin, je ne vais pas revenir sur tout le détail de ça. Il y en a qui connaissent ça beaucoup mieux que moi. Mais c'est tout à fait clair qu'on nous a menti. On nous a menti. La raison... C'est déjà pas mal. Il nous reste 10 minutes sur cette première partie. J'aimerais qu'on, maintenant qu'on a, voilà, on a commencé à ouvrir le terrain sur les effets secondaires, est-ce que tu peux nous parler de l'origine du virus? Je pense que c'est un des aspects Oui. les plus importants parce que, en fait, si on est arrivé à des mensonges au fil du temps, c'est parce qu'au départ, il y avait un problème et finalement, les Oui, mensonges. c'est celui-là que moi j'appelle le mensonge Voilà. originel, comme il y a un péché originel, mais il y a un mensonge originel parce que c'est lui qui a, pour moi, perverti la science sur l'autel de la politique. Je m'explique. Le virus a, simplement pour des raisons d'évidence première, il a dû être fabriqué dans le laboratoire de Wuhan. Il y a tout de même un virus inconnu qui présente des caractéristiques génétiques tout à fait particulières, qui ressemble globalement, le virus auquel il ressemble le plus, c'est un virus de chauve-souris du sud de la Chine. Il se fait qu'à Wuhan, l'endroit où a démarré la pandémie, il y a un laboratoire P4, ça veut dire de haute surveillance de virologie, dont la directrice, Shi Zhengli, a été formée au laboratoire de Ralph Baric aux USA et qui est aussi spécialisée dans les virus de chauve-souris. Elle-même, on l'appelle Batwoman, pour dire la femme chauve-souris. Donc, sa passion, c'est les virus de chauve-souris. Et en plus, on sait que les virologues, ils ont une passion, c'est de bricoler les virus, parce que c'est facile, c'est beaucoup plus simple qu'une cellule normale de microbe ou quoi. Et donc, on peut assez facilement trafiquer les protéines en jouant sur l'ADN ou l'ARN du virus. Donc, c'est leur passion. Donc, qu'ils sortent du laboratoire de virologie de Wuhan, ça s'appelle pas un ersatz, enfin un virus trafiqué, peu importe, je ne retombe plus sur le nom, c'est tout à fait normal. Donc, la première hypothèse, c'était bien que ce virus venait de là. Or, c'est évidemment l'idée que les Chinois tenaient, mais les Chinois, on se dit, bon, ben, ils ont l'État derrière eux qui leur dit, vous êtes priés de ne pas dire que ça sort de notre laboratoire. Mais rapidement, 29 virologues américains, derrière Ralph Baric, ont sorti un article disant non, 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 l'origine est de toute évidence naturelle, donc une mutation, et ceux qui proposent l'hypothèse de l'échappée de laboratoire, ce sont des complotistes. C'est la première fois que le terme de complotiste est apparu dans la... Et ça a servi, parce que ça a fermé le bec à tous les autres virologues qui se disaient on va me traiter de complotiste, ça ne va pas, etc. Donc, en fait, quand on regarde les choses de près, c'est évident que ce virus venait du laboratoire. Mais rien de plus fort que les avocats et les politiciens pour cacher une vérité. Comme c'était un mensonge d'État, il fallait absolument cacher ça parce que l'État américain avait financé les recherches. Et l'État chinois, évidemment, avait son laboratoire et il avait financé aussi les recherches. Donc, les deux superpuissances du monde étaient impliquées dans la fabrication de ça. Il fallait taire cette histoire-là. Et donc, moi, je dis, la vérité scientifique a été tuée sur l'autel de la politique. Et c'était le début de la politisation de la... Et tout le reste a suivi. Ce sont les politiques qui ont pris en main toute la pandémie, au lieu que ce soit les médecins. Une pandémie, c'est une maladie. Les spécialistes des maladies, ce sont les médecins. Et tout a été pris en main par les politiques. Et ils ont vassalisé toute une série de médecins corrompus, de médecins un peu qui ont peur de l'autorité.
Et donc, on est parvenu à faire passer toute une série de mensonges pour des vérités médicales. Voilà. Je propose qu'on termine notre premier entretien sur ce point qui me paraît très clair. Et comme ça, on pourra, dans la deuxième partie, attaquer d'un peu plus près la question institutionnelle et médiatique que tu as beaucoup développée dans ton livre. OK, À tout de parfait. suite. Tout de suite.